Cette semaine, j'ai fait appel à Travail Écoute. C'est Lucie qui est une RH et qui a vécu un burn-out durant ses études. Du coup, on va avoir un point de vue assez particulier des personnes des ressources humaines qui a quand même subi un burn-out et on verra ce qu'elle a mis en place pour en sortir et surtout, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour éviter d'autres épuisements. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à recharger tes batteries et à être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, désespoir, dépression, mais aussi résilience, espoir, reconversion, réussite et surtout trichothérapie. Et pour aller plus loin, pour faire le point sur ta situation, voir ce que tu peux mettre en place pour recharger tes batteries, retrouver ton peps, ta sérénité, réduire ta charge mentale et puis être la personne que tu as envie d'être et avoir un quotidien sain et serein, agréable à vivre, voire même découvrir ta voie professionnelle si tu es en plein doute, je te recommande de réserver ta séance diagnostic. C'est un appel offert de 30 minutes. On prendra le temps de discuter, de faire connaissance et puis je vais voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions. Sinon, je t'orienterai vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Bonjour Lucie, comment ça va? Ça va et toi? Tranquillou, je suis très ravie de t'accueillir Café des Burnies. Vas-y, si tu peux du coup commencer par te présenter et puis nous en dire un peu plus sur ce fameux épuisement professionnel que tu as vécu. Alors, oui, effectivement. Alors, je m'appelle Lucie. J'avais 24 ans lorsque j'ai subi un burn-out. Je l'ai subi, effectivement. Je préfère dire j'ai subi plutôt que j'ai fait un burn-out parce que je l'ai pas vraiment décidé. C'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Je pense que ça s'est plutôt imposé à moi. Donc, moi, j'étais RH. J'ai voulu faire RH, donc responsable des ressources humaines, parce que j'étais passionnée par le bien-être au travail depuis toute petite. J'ai envie de faire d'agir en faveur du bien-être au travail. Et effectivement, lors de ma première expérience professionnelle en tant que RH, c'est là que j'ai subi le burn-out. J'étais quand même souriante à l'époque, je gardais toujours mon sourire. Je pense que ça m'a aidée à tenir. J'ai tenu 1 an et demi dans l'entreprise dans laquelle j'étais en enfer. Pour moi, c'était vraiment ça. J'étais en enfer. Et voilà, donc j'ai essayé de tenir jusqu'à ce jour où mon corps s'est arrêté en fait. Voilà, j'étais alternante donc en master RH, enfin management international et stratégique des ressources humaines. Donc j'ai fait ça au sein d'un siège social d'une très grande entreprise. Et voilà, donc c'était le début de ma carrière. Alors moi j'étais à fond. Je viens dans cette entreprise pour le bien-être des salariés. Changer le monde, apporter ma petite touche, effectivement, pleine de bonne volonté. Et puis ça a commencé à se dégrader. Ouais, surtout j'ai été face à la réalité du métier, la réalité du terrain. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que j'apprenais en cours, la théorie et la pratique. Ouais. Donc c'était bien beau, des théories de management, sauf qu'en réalité, il n'y avait rien de tout ça. Et c'est là que j'ai développé, je pense, une frustration liée à mon métier, en fait. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Voilà. Donc en fait, le terrain, tous les jours, peut-être que tu faisais des actions avec lesquelles tu n'étais pas OK. Ah oui, ça c'est sûr que j'allais complètement à l'encontre de mes valeurs, de mon éthique du travail. Mais comme j'étais en début de carrière, je pense que j'ai cherché, et puis j'ai intégré une entreprise, je pense que tout le monde essaye de faire la même chose, on s'adapte à un groupe, une structure, on veut bien faire les choses, et puis là je m'adaptais aussi au métier, j'essayais de comprendre et de faire un petit peu du mimétisme pour s'intégrer, et sauf que je mimais des comportements qui n'étaient, enfin quand même je restais moi-même, mais j'essaie de m'adapter à cet environnement en fait qui n'avait rien à voir avec mes valeurs.
Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai pris sur moi, j'ai encaissé, j'ai fait l'éponge aussi parce qu'il y avait beaucoup de stress dans cette entreprise. J'étais pas la seule à en pâtir de cet environnement de travail et je ressentais tout ça. Et donc voilà, j'étais un peu entre l'ARH qui voit le mal-être de tous ses salariés et qui ne peut rien faire. Et en même temps, moi aussi, je souffrais finalement de toutes ces conditions de travail, quoi. Voilà. Et quand est-ce que quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu souffrais, justement? Parce que généralement, quand tu parles, je m'adapte à une équipe, faut bien être reconnu et intégré dans une équipe quand tu vas au boulot. Mimétisme, c'est un système de défense, tu sais, de ce fameux conformisme de complaisance où voilà, tu fais ce que font les autres, parce que tu passes, je sais pas moi, 8-9 heures par jour là-bas. Mais quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça n'allait pas? À partir de quoi? À partir de quel moment? Alors, déjà le premier jour, j'ai senti qu'il y avait des choses qui allaient pas. Je voyais aussi qu'il y avait des dysfonctionnements aussi en cours. Parce que justement, on parlait de ces théories, de ce qu'il faut faire dans la théorie. Et moi, je voyais bien aussi par rapport aux autres, à mes autres camarades de classe qui eux aussi étaient en alternance, que moi, ça n'allait vraiment pas dans cette entreprise, quoi. Et puis, il y avait aussi des petits symptômes, mais ça, je prenais beaucoup sur moi. Tu sais, par exemple, la boule au ventre le matin, la difficulté à respirer. Je faisais de l'apnée, tu sais, devant mon ordinateur, je me retenais. Et d'un seul coup, je soufflais. Je faisais souvent des choses comme ça, choses que je n'avais jamais fait avant. Donc ça, je me disais, ok, là, ça va pas très bien, mais bon, voilà, toujours positive, on sourit, on va y aller, t'as pas le choix, et voilà. Et quand est-ce que t'as dit, non, finalement... j'ai le choix. Non, finalement, j'ai le choix. Et je vais voir ce que je peux faire pour améliorer tout ça. Alors, c'est en rentrant de l'hôpital. D'accord, donc tu as été jusqu'à l'hôpital. Ah ouais, j'ai été jusqu'à l'hôpital. Franchement, je pense que j'ai même failli y passer, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a amené? Alors, ce qui t'a amené à l'hosto? Alors, c'est une journée, donc au bout d'1 an et demi, que ça n'allait pas là-bas, je continuais, tu vois, et puis j'avais des travaux à faire à l'école et j'avais plus de jours de congé. C'était mon dernier jour de congé, j'étais épuisée, mais je me suis dit, ok, je pose un vendredi pour me faire 3 jours de pause. Je pose ce vendredi et je me réveille le matin, je me dis, ok, tu vas bosser sur tes cours, tes projets, réviser, etc., au lieu de dormir. Et ce jour-là, je commence à avoir des frissons. Et c'était de la fièvre, mais j'ai pas compris de suite. Des frissons, mal au ventre, mal à la gorge, comme pareil un début d'angine. Et voilà. Et là, ça s'est accéléré. Différents symptômes ont commencé à arriver, notamment la langue framboisée, on appelle ça. Ouais. Donc j'avais comme tout l'intérieur de la bouche infecté avec des milliards de petits aftes dans les gencives, sur la langue, voilà. Et ensuite une éruption cutanée aussi. Donc on appelle ça apparemment une peau marbrée. Donc voilà, et moi aujourd'hui, je mets ça sur le compte du psychosomatique. Je pense que j'ai gardé trop de choses, que j'ai eu du mal à avaler, j'ai gardé en moi, j'ai pas suffisamment parlé, ce qui fait que ça s'est infecté. Pour ma peau, pareil, pour moi, c'est comme une allergie à cet environnement, quoi. J'ai vraiment été irritée et vraiment fait une allergie. Voilà à quoi ça ressemblait les symptômes. Donc c'est venu petit à petit, jusqu'à ce que j'envoie une photo de ma langue à mon médecin et qu'il me dise non, là, ça va plus du tout. Tu pars aux urgences. Et une fois que je suis arrivée aux urgences, je suis plus sortie pendant 2 semaines. J'ai été hospitalisée 2 semaines et demie, je crois presque 3 semaines, durant lesquelles je pouvais plus manger, je pouvais plus boire, je pouvais quasiment plus respirer. Donc j'étais nourrie, perfusée. Ça, merci. J'étais perfusée, j'étais sous morphine pour la douleur, enfin c'était un enfer. Et j'ai vraiment cru que j'allais finir ma vie comme ça, que je retournerai jamais dehors. Et alors là, plusieurs choses sont intervenues et j'ai commencé à guérir. Et parmi les choses qui sont intervenues, il y a notamment le fait que j'ai pris conscience que j'étais en train de subir un burn-out, de faire un burn-out. Je suis retournée sur Internet.
J'ai tapé les symptômes du burn-out et c'était ça, la fatigue, le cynisme, le non-accomplissement, j'étais en plein dedans. T'es quand même arrivée jusqu'à l'hôpital avec toute une mycose buccale, avec un eczéma. Bon, les deux sont des gros signes de stress. Généralement, tu commences à te poser la question, est-ce que mon système immunitaire n'a pas été perturbé? Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai pas un stress en cours? Mais par contre, c'est pas du jour au lendemain. C'est un stress qui est là depuis très longtemps. Donc, en fait, toi, pendant plusieurs semaines, tu me dis 1 an et demi, donc c'est quand même 1 an et demi. Finalement, pendant 1 an et demi, tu étais en stress chronique. Tu étais ce qu'on appellerait du burn-in. Tu sais, la fameuse phase de résistance où tu te suradaptes à ton état de fatigue et de stress, mais tu ne le savais pas forcément. Est-ce que tu avais quand même consulté pendant ce 1 an et demi? Non, mais je savais que j'étais fatiguée. Et en plus, ce qui est fou, c'est que tu vois, c'est un peu, je veux dire, les cordonniers et puis mal chaussés. C'était ma passion, le bien-être au travail. Donc, je connaissais tout ça. J'ai vu des personnes de mon entourage stressées, avoir des problèmes physiques. Mais comment te dire, pour moi, c'était pas possible. J'ai essayé d'en parler, donc j'en ai parlé à la médecine du travail. Notamment. Bon, alors elle m'a confirmé qu'effectivement c'était un environnement de travail. Elle m'a dit protège-toi. Elle m'a donné, voilà, elle m'a dit fais attention. C'est vraiment, il y a des gens qui sont partis, qui sont plus jamais revenus. Voilà, elle m'a mis un peu en garde. Mais bon, sans plus quoi. Toi, est-ce que tu as mis en pratique ce qu'elle t'a dit? Oui, j'ai mis en pratique ce qu'elle m'a dit, mais bon, c'est délicat. Ne fais pas l'éponge, mais je suis sensible. Alors, c'est-à-dire quand je vois des gens autour de moi qui souffrent, qui pètent des plombs, qui insultent, c'est délicat de faire la pierre, quoi. Surtout que je suis pas comme ça. Donc bon, après j'ai appris un petit peu à me détacher de ça, mais non, j'y arrivais pas. Ensuite, j'ai contacté aussi des psychologues. Donc des psychologues spécialisés pour les RH. Là, pareil, pas plus. Je me sentais vraiment incomprise. Je cherchais sur Internet. Alors, c'était en 2014 et on en parlait beaucoup moins, tu vois. Donc, j'avais des références théoriques, mais enfin, je me sentais vraiment pas comprise. Et puis voilà, j'en parlais à mon entourage et on me disait aussi des phrases du style, mais tu sais, c'est partout pareil. Tu vas aller dans une entreprise, ça va être la même chose. C'est le monde du travail, ma grande. Je te jure. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, en fait, je prenais sur moi. Je me disais, ok. Et c'est ça, ce que tu dis, c'est exactement ça. La suradaptation, c'est le coping en anglais. C'est ça qui m'a tuée, de me suradapter. C'est ça qui m'a tuée, de me suradapter. Donc avant, je pense que j'ai lancé des alertes, mais effectivement, et ça c'est un conseil que je donnerais aujourd'hui, de pas rester comme ça, de pas rester seule, de pas croire que c'est sa faute. Tu es censé développer ta confiance en toi, ton estime de toi-même et compagnie, et non, quand tu vas au boulot, on te l'écrase du matin au soir. Et si en plus tu me dis j'ai été voir un médecin du travail, j'ai été voir un psychologue et que j'ai été pas comprise, en fait t'as subi un burn-out au mauvais moment. Et encore, je pense que même aujourd'hui il y a des gens qui sont pas sensibles. Mais il est vrai qu'en 2014, c'était pas du tout pris au sérieux. On commence tout juste à mettre en place des choses dans l'entreprise pour prévenir le burn-out et on commence tout juste à être à l'écoute quand un individu dit mon médecin a dit je suis en burn-out. Donc ouais, c'était pas la bonne période malheureusement. Parce qu'en fait, même à ce jour, j'ai aucun diagnostic. Personne, on met ça sur peut-être une maladie auto-immune, des choses comme ça, mais jamais personne ne m'a dit que c'était un burn-out et je sais pourquoi, parce que ça peut poser des problèmes pour les médecins de dire qu'effectivement c'est à cause de mon employeur que j'ai failli crever, j'ai failli mourir voilà. Donc effectivement, alors voilà, les médecins, donc j'allais de diagnostic en diagnostic, on m'a donné plein de maladies différentes, mais personne ne savait parce que ça n'existe. Enfin, je veux dire, il y a pas une maladie. Pas une maladie. Ouais, voilà. Ils peuvent dire que elle est en épuisement, elle est en surmenage, mais j'ai l'impression que ça remet toujours en question l'individu et sa capacité à faire face à son quotidien. On peut le lier au monde du travail, mais pas
au travail en lui-même ou pas à l'entreprise. Moi, j'ai l'impression que la phrase, elle est tournée de façon à ce que la personne qui est épuisée, comme si c'était encore de sa faute, tu vois. C'est genre toi qui n'as pas les compétences, toi qui n'as pas... Tu peux pas gérer la pression. J'étais trop fragile, trop sensible, trop jeune, trop nana. Non, et c'est pour ça que d'ailleurs, je rectifie et que je dis que j'ai subi un burn-out parce que je suis persuadée que si j'avais été dans une entreprise différente, qui se serait servie de justement ma motivation à faire du bien-être au travail, etc., j'aurais pris une tournure, ma carrière aurait pris une tournure différente, j'aurais pas frôlé la mort, et j'en suis persuadée. Et cet environnement de travail, il était nocif, et pas que pour moi. Alors oui, il y en a qui s'adaptaient très bien. Et encore, tu sais pas. Non mais ça se trouve, en rentrant chez eux, ils buvaient plus, ils frappaient leurs enfants. Alors, on sait pas ce qui se passe. Il y en a en apparence, bien sûr, qui semblaient s'adapter très bien, et je savais que ça n'était pas le cas. De toute façon, c'est impossible d'être pour un être humain, d'être bien dans ce genre d'organisation. C'est impossible. Mais il y en a qui s'y adaptaient bien, parce que je veux dire dans le sens où, si tu veux, il y avait une ambiance, on appelle ça familiale. Alors là, c'était plutôt amical, mais ils se connaissaient, tu vois. Donc ils avaient leur style d'amitié, si tu veux, par exemple, basé un peu sur le clash, les piques. Du coup, entre eux, ça fonctionnait plus facilement, tu vois, que moi qui viens de l'extérieur et qui me fait clasher. Forcément, voilà. Donc c'est pour ça que je veux dire qu'il y en a qui s'adaptaient plus facilement parce qu'ils se connaissaient en dehors, etc. Mais effectivement, c'était vraiment pas sain. C'était extrêmement malsain même. 2 semaines à être alimenté, hydraté, autrement que par la bouche, parce que c'était pas possible. Petit à petit, les aftes, j'imagine, sont partis avec les traitements, tout ça. T'as repris un peu du poil de la bête. Ouais, alors les traitements, il y en a aucun qui a fonctionné. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu lié aussi au fait que j'ai pris conscience, je pense, du fait que j'étais en train de faire un burn-out. Et puis j'ai aussi travaillé, tu sais, la visualisation, la loi de l'attraction. Je regardais mes jambes, je me disais ok, elle s'améliore. Je prenais tous les jours en photo. Enfin ça, c'est à partir du moment où je me suis dit ok, il y a plus rien qui marche. Je veux plus passer ma vie comme ça. Au bout de 2 semaines, voilà. Donc là, j'ai commencé à faire des tas de choses. Et voilà, prendre en photo, regarder l'amélioration. Je m'imaginais en train de manger un énorme burger, en train de courir dehors. Je me disais, je vais sortir, je vais courir. Voilà, j'ai essayé de faire des choses comme ça. Et là, ça a commencé à aller de mieux en mieux, mais je pouvais plus marcher non plus, tu vois, j'avais plus de force, j'ai perdu 10 kilos, donc quand j'ai dû me lever de mon lit, on m'a dit de t'asseoir sur une chaise, ça va être comme un marathon. Et moi, pareil, je rigolais, mais en fait, si. Il faut rééduquer les muscles, faut les tonifier à nouveau, parce que si tu restes 2 semaines alité, ton muscle, il oublie, entre guillemets, en fait, tu vois, il devient tout mou, quoi, hypotonique, et donc tu sais plus te tenir sur tes jambes, et tout effort devient pas insurmontable, mais difficile. Ah oui, quand même, quand je suis sortie, j'ai voulu faire une petite vaisselle, par exemple, c'est impossible. Impossible de rester debout à faire la vaisselle, c'était épuisant. Les courses, je pouvais pas tenir, j'étais obligée de m'asseoir aux barrières sur la caisse, enfin, c'était pas possible, non, j'étais vraiment, ça a tué mon corps. Et voilà, donc il a fallu du temps pour s'en remettre. Alors physiquement déjà, et puis aussi psychologiquement. Donc en tout, ça a pris. J'ai été absente presque 3 mois. Parce qu'à la suite de l'hospitalisation, il fallait que je reprenne des forces pour mon corps. Et puis aussi parce que je me sentais incapable de retourner là-bas. Il fallait que je finisse mon contrat. Parce que fallait que j'ai mon master. La médecine du travail voulait me mettre inapte, mais c'était inconcevable. Inapte au travail à 24 ans. J'ai même pas commencé, je suis déjà inapte. Je peux pas, voyons. Non, mais je comprends. Non. Je vais faire. Qu'est-ce que t'aurais fait le reste de ta vie? Sans déconner. Ouais, non, c'est chaud. Et donc voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'occuper de moi. Et puis ensuite, juste avant de reprendre le travail, j'avais 2 semaines d'école durant lesquelles on devait partir au Vietnam pour un séminaire. On devait découvrir avec ma classe comment ça se passait le travail là-bas. Les gens étaient heureux.
J'ai vu des paysages magnifiques, je me suis baignée dans l'océan Indien. Enfin, c'est des choses qui, vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir, j'ai vraiment pris goût à la vie. Et je pense que grâce à ça, j'ai pu retourner au travail. J'ai aussi pris le temps de refaire des recherches justement pour tenir le coup quand tu es mal au travail, pour mettre en pratique justement ces méthodes et pour m'aider à tenir. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu retourner en enfer. Mais cette fois-ci, j'ai été armée. Et du coup, c'était quoi tes armes justement ? C'est quoi les méthodes que tu mettais en place pour tenir jusqu'à la fin de ton master, enfin, en tout cas pour valider le master ? Ouais. Alors, la plus importante, je dirais, c'est que un des éléments, en tout cas, qui m'a aidée, c'est de me concentrer uniquement sur ma tâche. Sur les tâches que j'avais à faire, les petites missions, comme je les appelais, qui n'étaient pas très intéressantes, en tout cas qui m'animaient pas beaucoup, mais je me concentrais sur elles. J'essayais de les faire le mieux possible, selon toujours mes valeurs, mon éthique, voilà. Et j'essayais surtout d'arrêter de me triturer l'esprit avec la stratégie d'entreprise sur laquelle j'avais aucune prise. C'est-à-dire que constamment, je me disais, mais ils sont fous, ça tourne pas rond, mais pourquoi ils font pas ça? Et toutes ces questions, elles m'ont fatiguée. Et quand je suis allée là-bas, je me suis dit, ok, tu y vas, tu cherches même plus à te faire accepter aussi par les autres, tu te mets dans ta bulle. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé Travail Écoute à ce moment-là, en fait, pour me dire tout ce que tu peux pas faire en entreprise, tous les sujets que tu peux pas aborder, ce désir de vouloir changer les choses, et tu vas le faire en dehors, quoi. Mais ceci dit, aujourd'hui, tu es salariée ? Alors aujourd'hui, là, je suis à mon compte. Et je fais des missions pour le compte des entreprises, en fait, si tu veux. Donc aujourd'hui, j'ai effectivement le salariat, déjà, ça m'attire pas du tout, forcément. Et puis, je suis aussi, je me dis, je vais pas passer ma vie à chercher un patron qui acceptera de me laisser faire mon métier, entre guillemets, parce que bien sûr, on a un cadre, mais comme je l'entends, selon mes valeurs. Tu vois, trouver un patron qui a la même vision que moi, je vais pas passer 50 entretiens, me casser les dents. Non, j'ai plus envie. C'est bon. Non. J'ai fait pour toute une vie. Je me suis cassé les dents pour toute une vie. Ça suffit. Ouais. Et donc, quand tu interviens dans les entreprises, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, ça dépend. J'ai fait de la formation. C'est-à-dire ? Alors, j'ai fait de la formation dans des écoles. Tu vois, des écoles privées pour des futurs managers. Donc là, c'était des formations, par exemple, en management. Donc là, j'essaye, pareil, d'apporter ma touche, surtout de leur donner les bonnes pratiques, en tout cas celles que je pense être les bonnes pour qu'ils soient de bons managers et que je reçois pas des témoignages de leurs équipes en me disant au secours, tu vois. Voilà, donc comme ça, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai fait, par exemple, du recrutement aussi. Alors, je suis retournée dans des entreprises, j'ai fait mon métier de RH, mais alors là, je me suis imposée de le faire toujours pareil, selon mes valeurs. Donc en fait, les entreprises peuvent faire appel à quelqu'un d'extérieur pour améliorer, par exemple, l'ambiance ou les harcèlements ou la surcharge de travail ou même l'ergonomie, des trucs comme ça. Bien sûr, et de plus en plus, le métier de RH, il a tendance à s'externaliser. Mais si je suis salariée et que je vais mal, est-ce que je peux demander à ce qu'une personne comme toi vienne analyser et voir ce qui ne va pas ? Ou est-ce que je peux faire appel à toi directement ? Tu vois, comment on peut en fait... Alors là, justement, c'est pour ça que j'ai créé Travail Écoute. C'est parce qu'il y a des personnes qui viennent me demander des conseils en dehors de leur entreprise parce que l'employeur ne prend pas en charge, si tu veux, cette partie du bien-être au travail, ou en tout cas des questions des salariés. L'idéal, ce serait ça. Pour moi, ce serait ça, et c'est ce vers quoi je tends, c'est l'activité que je veux développer de facilitatrice. C'est justement ça, que les patrons puissent appeler une RH en externe,
Alors l'avantage d'être externe, c'est qu'on n'est pas aussi l'employé du patron, parce que il y a pas cette... Comment on pourrait l'appeler, comme du conflit d'intérêts au final, parce que c'est un peu ça. Tu peux pas trop aller à l'encontre de ton patron, sinon tu risques ton boulot toi aussi. Donc c'est vrai que ça semble plus cohérent de ramener quelqu'un d'extérieur, mais encore une fois, c'est tellement pas dans l'avantage de l'entreprise que on essaie de ne pas faire connaître cette possibilité. C'est pour ça que je te dis, si moi je suis salarié et que ça ne va pas, et que je vois que le RH il est pas du tout de mon côté, que le manager il est à côté de la plaque, est-ce que en tant que salarié je peux faire la demande que quelqu'un comme toi vienne analyser pour améliorer? C'est quoi en fait la démarche, tu vois? Tu peux toujours faire la demande, effectivement. Alors, auprès des syndicats, par exemple, il y a des syndicats qui agissent pour mettre en place justement des systèmes. Alors, il y a des cellules d'écoute, il y a du coaching, il y a des choses qui peuvent être faites. Effectivement, on peut agir en tant que salarié aussi dans sa boîte pour faire intervenir. Après, c'est vrai qu'ils aiment pas toujours, tu vois. C'est comme les enquêtes qualité de vie au travail en interne. C'est toujours un peu, un petit peu touchy, comme on dit, tu vois. Mais ça reste légal, tu vois. Je veux dire, j'ai ce droit-là. Bien sûr, tu as tout, tu peut-être pas tous les droits, mais tu as ce droit de demander est-ce qu'il y ait une intervention. Après, généralement c'est pas quelque chose qu'on va faire. Si le patron va décider que ses salariés doivent être bien pour son activité, pour leur bien-être, pour la stratégie de l'entreprise, là tu peux y aller, lui faire des propositions, il sera ouvert. Mais généralement, s'il est pas ouvert, ça peut porter préjudice aussi à la personne qui va demander. Tu vois, c'est pour ça que je dirais faire attention que ça nous mette pas en porte-à-faux de faire ce genre de demande, tu vois. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Encore une fois, vraiment à une salariée qui va mal. Ouais. Et puis, comme toi, qui aime son travail, qui n'a pas forcément envie d'arrêter, qui n'a pas forcément envie de changer de structure ou je ne sais quoi, mais voilà, ce serait cool d'améliorer 2-3 trucs. Des fois, c'est même pas la personne concernée. Des fois, c'est son collègue qui se rend compte que lui, peut-être ça va, mais voilà, les autres sont impactés. Donc, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour les employés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, à titre individuel, je dirais que justement de chercher plutôt... essayer d'abord en interne. Donc, on voit autour de nous, on parle, tu sais, au manager, on parle au RH, on parle à la médecine du travail, au syndicat, si on a confiance, si on le sent. Parce que moi, par exemple, en tant que RH, j'allais pas parler au syndicat pour dire que ça allait pas, tu vois. Donc, à voir aussi. Donc, déjà, essayer en interne. Si en interne, on voit qu'il y a aucune réceptivité, on s'acharne pas, parce que si on le sent pas, c'est que l'ambiance, l'atmosphère, l'environnement est pas enclin à écouter ces problèmes, pas du tout sensible à ça. Donc ça pourrait même nous jouer des tours. Donc on teste, si on voit que ça va pas, je dis on fait attention. Là on va voir en externe. À l'externe, il y a des personnes comme nous, comme toi, comme moi, des personnes qui sont sensibles à ces causes, qui connaissent le problème vraiment, et là qui pourront conseiller plus individuellement, tu vois. Okay. Moi je reçois des messages avec des questions techniques, des questions précises sur comment faire, quoi dire dans un message, un mail. Voilà, là on va pouvoir aider. Donc ça, je dirais que ça, c'est à titre individuel. Mais ça m'arrange pas du tout de dire ça. Dans mon idée, c'est pas ce à quoi j'aspire. Toi, tu préfères intervenir dans l'établissement pour améliorer en gros la base du problème. Je veux dire, si on règle les soucis à l'individuel, c'est cool pour l'individu en question, mais c'est vrai qu'il y en aura plein d'autres en fait qui vont subir la même chose. Donc c'est plus malin d'aller revoir les fondements de l'entreprise pour éviter que des personnes se retrouvent à aller voir des coachs et tout. On est bien d'accord. Ah oui, à la source, oui. Donc une personne, alors ce que je dirais, une personne, une salariée qui a envie d'agir en faveur du bien-être au travail pour un collègue ou pour elle-même, parler, s'exprimer, demander de l'aide aussi, c'est très important. Maintenant, on commence à être nombreux sur le sujet, à s'être informés, à connaître la chose. Donc,
Donc, chercher sur Internet, voilà, on est là. Et donc, aujourd'hui, toi, c'est quoi tes routines, tu sais, pour éviter, parce que je le dis, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et les gens croient que parce que tu es à ton compte, que tu es à l'abri d'un épuisement. Et je leur dis pas du tout. Je dirais même qu'il y a plus de risques de faire un burn-out en réalité quand on est à son compte. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien pour éviter l'épuisement? En fait, je m'accorde du temps et des moments qui me font du bien, avec lesquels je récupère de l'énergie. Ça, c'est vraiment pour moi un point important. C'est que j'essaye de sentir qu'est-ce qui m'épuise et qu'est-ce qui me fait du bien. Et ça, c'est une clé pour moi. Et quand je vois que j'ai fait des choses qui m'ont épuisée, parce qu'on fait pas toujours ce qu'on aime, parfois on est obligé de faire des choses qui nous fatiguent, qui nous plaisent pas, et ben je vais compenser, je vais essayer de toujours équilibrer avec des choses qui me plaisent. Donc si j'ai passé une journée pas top, le soir, je vais faire par exemple, moi ce qui me fait du bien, c'est les activités créatives. Ouais. Donc je vais faire des activités créatives, ou je sais pas, je vais faire une vidéo, un montage vidéo, ça me plaît bien. Voilà, je vais faire des choses qui me plaisent pour toujours compenser la balance et voilà, continuer d'agir selon mes valeurs. Ça, c'est très important. Faire des choses que j'aime. Ça, c'est ma méthode pour ne pas sombrer, parce que j'ai toujours cette crainte. Je sais pas si d'autres la partagent, qui ont subi des burn-out, mais je pense que j'ai toujours la peur de, même là, tu vois, bébé angine, je me dis oh là là. Peut-être que j'ai pas bien dormi, peut-être que j'ai un dossier trop lourd. Attends, je check tout ça. Attends. Exactement. À chaque fois que j'ai les mains qui deviennent rouges ou quoi, je me dis oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie, tu vois? Ça veut dire que tu es beaucoup plus sensible à toi-même et plus à l'écoute. C'est qu'au premier signe d'alerte, hop, attends, je regarde, je me fie. Exactement. Ça peut paraître bateau en disant comme ça de prendre soin de soi, mais après avoir vécu ce que j'ai vécu, je vais te dire, je fais vraiment très attention. Donc j'écris aussi beaucoup. J'écris, ça a été une des leçons, tu sais, de m'exprimer. Donc j'écris beaucoup. Alors quand j'étais au travail, j'écrivais sur mon téléphone des notes pour me libérer. Oh là là, bon, je vais pas dire les mots que j'écris. L'écriture, je le dis à chaque épisode, j'ai l'impression, mais l'écriture, c'est une thérapie trop négligée. Il faut que les gens reprennent les stylos, les carnets et les téléphones. Mais c'est mieux d'écrire. Stylo, feuille, c'est plus thérapeutique, voilà. Mais alors, au travail, attention, pas laisser traîner. En fait, faut être malin et faut pas tu deviens pas parano, mais il y a des choses, elles sont logiques. Si t'écris, faut pas laisser de traces. Donc, soit tu jettes, mais là où on va pas repêcher, parce que oui, il y a des gens qui repêchent des choses dans les poubelles, surtout en entreprise, quand l'environnement est très malsain et tout. Si, ça arrive. Donc, tu le laisses dans ton sac, ou tu le jettes à l'extérieur, ou tu le brûles carrément, ou tu déchires en 1000 morceaux. Mais oui, s'il vous plaît, faites gaffe quand même, quoi. Assurez vos arrières, sait-on jamais. Ah non, je ne voudrais pas donner de mauvais conseils. Non, mais par contre, voilà, s'exprimer, c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Donc voilà, tu as des routines finalement self-care, d'écriture, de bien prendre soin de toi. Et puis tu vis ton ikigai au final, quoi. Tu essaies d'être aligné au quotidien et ça nourrit plus l'estime de soi. Et donc normalement, ça nourrit la résilience qui prévient les potentiels burn-out là qui veulent pointer le bout de leur nez, mais surtout le fait d'être à l'écoute de soi. Et d'être connecté tout le temps à tes émotions, à tes ressentis et à ton corps. Dès que tu vois quelque chose apparaître, tu es beaucoup plus alerte qu'avant, où tu as laissé traîner pendant 1 an et demi. C'est quand même costaud, 1 an et demi. Aujourd'hui, je me suradapte pas. Plus. Alors, il faut trouver, on a tous la même problématique, on doit travailler pour manger. Donc je travaille pour manger, mais par contre je me suradapte pas. Quand je sens que ça va plus, je pars. J'accepte le fait que si je me sens plus, je pars. Il y a d'autres choses. Du travail, il y en a.
Alors oui, c'est pas toujours super épanouissant, mais si on s'épanouit en dehors, au final, bon, ça peut le faire. C'est dommage, hein. Je suis la première peinée de ça. J'adorerais qu'on soit tous épanouis au travail, qu'on puisse se plaindre. C'est aussi pour ça que je fais le hashtag droit de se plaindre, parce que je trouve que c'est important. L'employeur devrait écouter, c'est dans son intérêt aussi. Mais voilà, ne pas se suradapter parce qu'on a une place autre part, sûrement. Voilà, ne pas se suradapter, prendre soin de soi, ça c'est clair. Ça peut paraître bateau, mais c'est tellement important de s'écouter et de s'affirmer en fait, de s'affirmer. Oui, par exemple, moi aujourd'hui, oui, je suis sensible et j'ai besoin d'être dans un environnement qui puisse me comprendre. Je sais pas, ça me paraît normal, quoi. Ça, c'est je mérite. Exact. Ta santé, c'est la priorité. Je veux dire, tu n'as qu'une seule vie, donc tu prends soin de toi. Alors que des boulots, ouais, tu peux toujours postuler ailleurs, tu peux toujours trouver autre chose, peut-être moins payé, peut-être plus loin, mais au moins, elle préserve ta santé, quoi. Tu préserves ta santé, vu que sans la santé, de toute façon, même ton boulot actuel, tu ne pourras pas le faire. Donc, exactement, ça n'a aucun sens. Ça permet d'aller au boulot. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup pour tous tes tips. Pourquoi petits? Merci beaucoup pour tes conseils. Merci à toi de m'avoir écouté. Avec plaisir. Dans le descriptif, comme d'habitude, je mets ton site internet, je mettrai ton compte Instagram aussi. Comme ça, si les gens veulent partager, ils pourront. Et puis voilà, s'ils veulent avoir des conseils plus techniques et tout, ils sauront vers qui s'orienter. Même si l'idéal serait de semer un peu la graine chez le cadre ou le manager. Pourrait peut-être avoir besoin d'un RH extérieur pour faire un audit, nanana, voilà. Semer cette idée petit à petit, ne pas être dans la confrontation, tu sais, dans je m'impose, mais vous vraiment être encore une fois malin. Tu vois, un peu comme l'histoire de écrire et brûler la page, la feuille. Donc là, essayez d'en parler autour de soi avec l'équipe, lors d'une réunion, de façon très toute douce et peut-être qu'au bout de plusieurs mois, ils vont faire appel à un RH extérieur qui viendra travailler la base de l'entreprise. Oui, je serais ravie d'apporter un petit peu d'écoute, de sourire, de positivité et pouvoir comprendre chaque partie, quoi, l'employeur, les salariés. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, donc pourquoi s'en priver, quoi. Voilà, c'est tout pour cet échange. J'espère qu'il t'a été profitable. Si tu as des questions, surtout viens vers nous et écris-nous. C'est le meilleur moyen pour nous de t'aider. Sinon, pour soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre 5 étoiles aussi sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de le rendre en fait mieux référencé, donc plus accessible aux autres. Et tu peux tout à fait le partager tout simplement à une personne qui pourrait en avoir besoin. Sinon, on se retrouve sur Instagram pour continuer à papoter. Et d'ici là, je te souhaite de booster ton feeling good.